À partir d'aujourd'hui et peut-être pour toute la semaine, je vais vous proposer des cartes postales. Des cartes postales qui seront liées à mes activités de la journée parce que je suis à flux tendu. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. À partir d'aujourd'hui et peut-être pour toute la semaine, je vais vous proposer des cartes postales. Des cartes postales qui seront liées à mes activités de la journée parce que je suis à flux tendu. J'ai réussi à ne plus avoir d'avance sur mes bulles, donc je les fabrique le soir avant que vous ne les écoutiez le lendemain matin. Et ça me paraissait intéressant finalement de vous emmener avec moi dans mon monde professionnel et dans les questions peut-être que soulèvent les activités que je mène. Alors aujourd'hui, ma bulle, elle fait un lien avec mon week-end que j'ai passé dans un congrès médical dont j'ai parlé dans ma lettre du dimanche. Donc si vous recevez ma lettre du dimanche, vous avez eu l'information de ce week-end sur lequel je reviendrai parce qu'il y a eu beaucoup de contenu extrêmement riche, très intéressant, dont j'aurais envie de vous reparler, mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai juste envie de prendre un seul petit truc qui s'est passé. On a eu une conférence sur les questions de sexe, les questions de genre, et puis notamment sur ces deux termes, sexe et genre. Et la conférence, elle était intitulée d'une manière qui fait que pas mal de personnes ont pensé qu'on allait parler de transidentité, alors qu'il n'en était rien. Donc il y a des personnes qui sont venues pour cette raison-là écouter les interlocutrices qui étaient là, qui étaient deux jeunes scientifiques qui travaillent avec un service de recherche sur les questions de genre liées aux questions de santé. Et dans la salle, nous étions uniquement des femmes, à part un homme plutôt, je pense, assez proche de la retraite, tout à fait sympathique, très ouvert, vraiment prêt à écouter attentivement tout ce qui allait se dire, et qui, au moment des questions, a donc accaparé l'espace pour nous raconter des choses de son histoire, de comment chez lui ça se passait pas comme ça, que dans sa pratique et dans sa connaissance, ces questions-là, elles n'existaient pas, et que le sexe et le genre n'étaient pas un sujet, et qu'il n'y avait pas de question de harcèlement qui devait se poser dans les équipes de travail avec lesquelles il a pu avancer dans sa carrière de médecin, et que vraiment on était à côté de la plaque, quoi. Alors il n'a pas du tout dit qu'on était à côté de la plaque, mais la conversation a gentiment viré sur des choses qui étaient de l'ordre de la conversation de bistrot, ce qui est tout à fait typique de ce genre de moment. C'est-à-dire que le sexe et le genre, donc le sexe, notre appartenance biologique, et le genre, qui est notre construction sociale, vont jouer un rôle dans la manière dont on sera assigné à un certain nombre de rôles dans la société. Et cette assignation, elle peut mener à des problématiques de harcèlement qui sont venues plus loin dans la conférence. C'est pas toujours lié, mais parfois ça peut l'être. Et donc, par rapport à ça, il avait besoin de nous dire que lui, c'était pas un harceleur, mais que par contre, il en connaissait. Mais que bien sûr, on savait très bien où ils étaient, ces gens avec qui ça se passait mal, mais on n'a jamais su comment lui avait pu intervenir dans les situations qu'il connaissait si bien, de situations qui se passaient mal. Vous connaissez ce principe, et ça me permet de vous parler de 3 termes dont j'avais envie de vous parler dans ces bulles, que sont le mansplaining, le man-interrupting, et puis le manspreading. Alors, je vais vous raconter tout ça, et je vais vous le raconter très succinctement parce que l'idée, c'est que ces cartes postales ne soient pas trop longues, mais qu'elles vous donnent un peu de contenu pour réfléchir, puis peut-être pour réfléchir avec moi, puisque c'est des choses qui seront un peu partagées à chaud. D'abord, le mansplaining, c'est un peu ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il nous raconte un truc qu'on sait par cœur. C'est-à-dire qu'il nous explique comment lui, il voit cette question du harcèlement ou cette question du sexe et du genre. Et cette question qui n'a pas d'importance, ou alors qu'il y en a. Puis évidemment que selon lui, ça n'en a pas beaucoup, puis que c'est un peu anecdotique. Puis qu'en tout cas, ça n'arrive pas dans son monde à lui. Donc, ça n'arrive pas dans le monde en général, puisqu'il sait mieux que les autres. C'est ça le principe. C'est un homme qui va nous expliquer notre propre domaine de compétences, comme si nous, on n'y connaissait rien. Parce que lui, il connaît. Mais le fait qu'il n'ait aucune connaissance de ce sujet, qu'il n'ait jamais étudié la moindre minute de ce domaine-là, c'est pas du tout important. Il a lu un article une fois, il a un copain qui est concerné, et donc il se permet de prendre la parole et d'occuper tout l'espace de la parole, justement, sans laisser de place aux autres.
C'est pas pour pointer du doigt son comportement, parce que mis à part ça, c'était un homme charmant. Mais les hommes charmants n'ont aucune conscience de leur biais de genre, parce qu'ils sont d'une génération où ils n'ont jamais dû réfléchir à ça, et ils sont surtout d'un genre où ils n'ont souvent jamais dû réfléchir à la question. Il y en a donc deux autres qui sont problématiques aussi, je crois, puis je profite d'en parler, même si elles n'ont pas eu lieu cet après-midi. D'abord, le man-interrupting, c'est un truc qui fait que vous n'arrivez jamais à finir votre phrase. Vous savez, vous commencez une théorie, vous racontez quelque chose, puis il y a un mec dans la salle qui vous interrompt, puis qui prend la parole à votre place, comme pour minimiser peut-être un peu ce que vous venez de dire, ou en tout cas pour conclure à votre place, pour ne pas laisser faire la théorie que vous aviez en tête et que vous aviez besoin de partager. Ou alors, c'est quelqu'un qui va arrêter de vous écouter et qui, en mettant l'accent ou l'attention sur un autre point de l'assemblée, va faire que plus personne ne vous écoute non plus. Ça, c'est des choses qui arrivent très couramment. En fait, dans le cas des hommes, c'est un peu un bruit de fond du patriarcat. C'est le fait de nous interrompre comme pour prendre la place, comme pour, minimiser un peu l'intérêt de ce qu'on peut partager. Peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Le troisième mot dont j'avais envie de vous parler dans cette rapide carte postale, c'est le manspreading. Et ça, vous le connaissez. Vous savez, ces mecs qui s'installent dans le bus, dans le métro, dans le train, dans tous les transports publics, en écartant les jambes largement, parce qu'ils ont tellement des grosses couilles que c'est impossible de fermer les jambes. Ça va les empêcher de respirer, probablement. C'est ça. C'est ça, le manspreading. C'est la manière de dire, en s'installant dans l'espace public, ça m'appartient. C'est ma place. J'ai vécu, je crois que je vous en ai parlé dans une autre bulle, j'ai vécu l'autre jour une situation où j'étais dans un train où il y avait toute une équipe de mecs qui s'étaient achetés des bières à la gare et qui buvaient l'apéro gaiement au wagon-restaurant et qui en fait avaient un volume sonore tellement énorme que plus personne n'arrivait à se parler. Alors bien sûr, ils n'en ont aucune conscience, ils sont là, c'est trop sympa, c'est la fin de la journée, ha ha ha. Et en fait, ça arrive extrêmement souvent. Et il se trouve que ces temps, j'ai eu des conversations régulières avec des femmes qui relevaient ces points-là en étant hyper énervées, sans que moi je n'ouvre la bouche. C'est une dame rencontrée dans un train, c'est une personne que je croise dans le bus, c'est une participante à une formation qui revient avec un exemple de ce genre. Vraiment des personnes avec qui j'avais pas du tout parlé de ça, mais qui relèvent le fait que les mecs prennent une place de fou dans l'espace public sans en avoir du tout conscience et qui est super, super agaçante à plein de moments. Parce que l'espace public leur appartient. Ils ont été éduqués comme ça, les hommes. Vous, les hommes, vous avez été éduqués de manière à ce que l'espace public vous appartienne. Et nous, les femmes, nous avons compris que nous devions rester un peu en marge. Tout ça, ça commence à la cour d'école, dans la cour de la récréation, au moment où les filles jouent à l'élastique dans un coin et les mecs jouent dans tout le reste de l'espace à disposition. Ça aussi, je vous en ai déjà parlé. En fait, cet espace m'appartient, c'est une manière physique, mais aussi symbolique et sociale et peut-être même politique d'occuper cet espace-là et de dire c'est ici, c'est chez moi, je suis totalement à la maison. Ce qui est bizarre, c'est que ces gestes, ils se glissent aussi dans les milieux qui se disent égalitaires ou qui se disent plus éveillés. On peut retrouver ça dans des milieux où on dirait que les hommes, ils ont compris qu'il y avait peut-être des espaces à partager ou qu'il y avait des choses à remettre en question. Et c'est pas toujours le cas. Ça n'arrive pas toujours. Et voilà, j'avais envie de relever ça. C'est pas toujours les plus machos qui font ce genre de choses. C'est des mecs qui ont simplement pas conscience. Parce que toute leur vie, ils ont écarté les jambes parce que c'est normal. Ça me ramène à une anecdote que je vous raconte, qui est tirée d'un livre de Mark Twain qui s'appelle Les aventures de Huckleberry Finn, qui est hyper connu, dans lequel on retrouve aussi le célèbre Tom Sawyer. Et il y a une scène dans Huckleberry Finn qui est extraordinaire et qui illustre très très bien ce que je viens de vous dire. C'est un moment où Huckleberry il doit se déguiser en fille pour échapper à je ne sais plus quel truc. Et il va se réfugier chez une vieille dame qui l'installe en face d'elle dans son salon. Et à un moment donné, parce qu'elle a des doutes sur son identité, elle lui jette un objet à la figure en fait. Et lui, instinctivement, il écarte les jambes pour le ramasser. Et là, elle éclate de rire et elle dit « J'étais sûre que t'étais pas une fille. Une fille n'aurait jamais fait ça. » Alors, je sais pas si une fille n'aurait jamais fait ça, mais c'est une anecdote qui remonte de mes années de lecture d'adolescence, voire même d'enfance. Et je trouve que c'est assez rigolo de la mettre en perspective avec ces prises de conscience et ces analyses, évidemment beaucoup plus récentes que Huckleberry Finn de Mark Twain, qui date de 1884, c'est vous dire. Voilà, je crois que j'en ai terminé pour aujourd'hui. Et je vous le rappelle, on ne naît pas libre, on le devient à coup de mots, à coup d'actes et à coup d'audace.
Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine bulle.